Alors, merci Gilles. Alors, on a fait paraître, donc, il y a quelques jours, un article dans La Liberté qui, Gilles, faut que tu m'aides. Voilà. Qui précisait comme quoi, donc, aucune entreprise n'était prête. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises étaient prêtes à faire du home office, mais pas toujours pour le 80 ou le 100% du personnel. Donc, c'est vrai que ça a généré beaucoup de challenges. Beaucoup d'entreprises ont dû se précipiter pour trouver des solutions pour faire du home office. Donc là, moi, je vais aborder deux sujets qui sont donc quelles sont les méthodologies pour faire du home office, les avantages et les inconvénients. Et après, on parlera rapidement de tout ce qui est partie accès à Internet. Alors, la première des choses, c'est donc le RDP. C'est quelque chose qui est très ancien, qui a démarré avec les débuts de Microsoft. Ça utilise le port 3389. Alors, pour ceux qui sont pas spécialistes, c'est un outil qui est très facile à utiliser, mais malheureusement, dont la sécurité est très faible. Le RDP est un processus qui est intégré dans toutes les machines Windows, qui est très facile à utiliser, qui ne consomme pas beaucoup de bande passante, mais par contre, dont la sécurité est très faible. De nombreux bugs n'ont pas été corrigés par Microsoft et ne le seront pas. Et c'est vrai que les attaques qui ont eu lieu principalement l'année passée sur les machines Windows essayaient d'attaquer ce port, donc tout ce qui était RDP. Donc le RDP peut être utilisé, mais il faut bien préciser, à condition que les personnes qui vont se connecter à un RDP aient des adresses IP qui soient connues. Donc on le verra avec Eduardo ou avec Raoul, donc en passant par un VPN ou par des adresses IP fixes pour les utilisateurs. Donc au niveau du coût, le coût peut être gratuit s'il y a une machine, mais si on se connecte sur un serveur, le coût peut être plus élevé, il faut acheter des licences auprès de Microsoft. L'autre solution qui est très simple et très facile à utiliser, c'est TeamViewer. TeamViewer, alors il y a la version gratuite, mais on peut aussi l'acheter donc à 11,90 € par mois. La sécurité Internet est moyenne, c'est un petit peu le même système donc, que pour le RDP, mais ce qu'il y a, c'est que là, on est obligé d'avoir une machine dédiée par personne. C'est-à-dire que si vous avez 50 employés qui veulent travailler avec TeamViewer, vous allez devoir laisser vos 50 machines de l'entreprise tourner en continu, ce qui n'est pas forcément bien. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que donc la bande passante qui est utilisée est très faible. On a aussi donc la solution du VPN. Alors, VPN, beaucoup de gens en ont parlé. Donc le VPN, le Virtual Private Network, c'est tout le trafic est encrypté depuis votre PC jusque sur un matériel de l'entreprise, ce qui vous permet donc de vous connecter avec un PC donc familial de la maison sur l'infrastructure de votre entreprise. La mise en place est relativement facile à faire. La sécurité Internet est optimum dans le sens qu'il n'y a que les connexions cryptées qui peuvent rentrer sur votre entreprise. Par contre, le maillon faible, c'est le PC. Le PC, dans le sens où si votre PC n'est pas bien protégé au niveau des mises à jour, maintenant j'ouvre un virus dans ma boîte mail privée, je suis connecté sur le réseau de l'entreprise, le malware qui va s'installer sur mon PC va contaminer et infecter tout le réseau de l'entreprise. La bande passante aussi, puisque tous les fichiers qui sont sur le serveur de l'entreprise, maintenant il faut que je les ramène chez moi. Avant, quand j'étais dans l'entreprise, c'était facile, on avait un réseau qui était en 100 mégas ou en gigabits, donc la vitesse était vraiment totalement... on passait un petit peu à côté. Par contre, maintenant, on utilise donc l'infrastructure autant de l'entreprise, donc la bande passante de l'entreprise, tout comme celle de la connexion des employés à la maison. Donc un employé qui n'a pas une bonne bande passante Internet, on verra plus tard, va connaître des problèmes de performance et ça peut également impacter l'entreprise complète. Donc voilà. On a encore une autre solution qui est donc la solution donc Citrix, qu'on appelle aussi le modèle VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Alors c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de grandes entreprises en Suisse, mais par contre la mise en place est compliquée. Maintenant vous dites je veux installer une ferme Citrix dans mon infrastructure, ça va prendre au minimum une bonne semaine. Donc c'est vrai que là et les coûts sont quand même assez élevés. Mais par contre là c'est pareil, on se connecte et chaque personne a une machine virtuelle à sa disposition. Et la bande passante qui est utilisée est également faible. Et la machine, donc, étant donné qu'elle se trouve déjà au sein de l'entreprise,
c'est quand même de très sécurisé. Après, on a donc, par exemple, les gens se plaignent toujours, Internet n'est pas assez rapide. Alors, ici, donc là, c'est une capture d'un réseau dont on assure la surveillance. On voit que pendant les heures de travail, la charge, elle est tout à fait correcte. Par contre, c'est à partir de 19 heures où là, les réseaux des opérateurs connaissent la plus grande charge. Donc, un opérateur pourra toujours vous fournir la vitesse. Alors, attention, il peut toujours fournir la vitesse de manière globale. C'est-à-dire que lui, au niveau de ses raccordements sur Internet, il n'aura en général aucun problème à le faire. Par contre, comme on va le voir sur le slide suivant, ce qui peut arriver, c'est que sur votre ligne Internet, voilà, là, on voit qu'on a une ligne, on voit le trait vert. Donc là, c'est du trafic qui est donc entrant dans l'entreprise, mais par contre, on voit qu'on a un plat, donc toute la ligne, tout le trafic est donc impacté, donc on est limité au niveau du trafic, c'est la limitation de la bande passante. Donc ça, vous pouvez regarder avec votre opérateur si vous pouvez augmenter la vitesse. Ça peut être fait du moment assez facilement, du moment qu'il n'y a pas de changement de matériel à mettre en place. Si c'est en fibre optique, c'est en général pas un souci, mais si vous êtes par exemple en DSL ou autre, il peut y avoir des changements de matériel qui sont impactants. Donc le souci, quand on arrive dans cette situation, il est double. D'une part, donc les gens vont attendre, mais le problème qu'il y a, c'est que ça va générer des pertes de qualité au niveau de la téléphonie, ainsi que de la vidéo. Vous entendez un petit peu que les gens parlent comme sur la planète Mars, c'est parce que justement vous avez donc une des voies, donc la voie aller ou la voie retour, qui est surchargée. Donc là, c'est vrai que sur Internet, on peut difficilement faire de la priorisation de services. Au sein des réseaux, on peut dire que la voie est prioritaire, en premier, suivi de la vidéo et Internet après. Mais sur Internet, malheureusement, par rapport aux infrastructures qui sont en place, ce n'est pas encore possible. Donc l'autre point qui est très important, c'est de superviser comme la bande passante. Puisque on a vu dans l'histoire des Panama Papers, ce sont plusieurs téraoctets de données qui sont sortis, mais elles sont sorties progressivement. C'est-à-dire que les entreprises ne supervisaient pas ce qui se passait avec leur accès à Internet. Tout le monde se plaint toujours, Internet est lent. Oui, oui et non. Tout dépend à quel niveau c'est. Mais si c'est votre ligne qui est utilisée pour que toutes les données de votre entreprise sortent, si vous n'avez pas une surveillance de ce qui se passe, si vous voyez que vous avez un trafic constant, donc la nuit, le week-end, il y a de fortes chances qu'il y ait des données qui sont en train de sortir de votre entreprise. Donc là, il vaut mieux superviser ce genre de choses. Les risques principaux donc qu'on rencontre en faisant du télétravail, les données peuvent se faire crypter ou effacer, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, un employé qui se connecte avec son PC, qui n'a pas un bon antivirus, qui ouvre un fichier, un malware va encrypter tout ce qu'il trouve. Donc, que ce soit le disque C, mais tous les disques qu'il trouve. Que ce soit un disque en réseau, lui, ça lui est totalement égal. Que ce soit un NAS ou le réseau d'entreprise, il va tout encrypter. Alors, c'est vrai que ça peut être plus long dans le cas d'un réseau d'entreprise, mais le résultat sera le même. Donc là, il faut faire très attention. Pareil, les données de l'entreprise sont volées par les ordinateurs des employés. C'est-à-dire que, de façon volontaire ou pas, un employé maintenant peut se dire, ben voilà, je suis connecté donc depuis chez moi, ben tiens, tous ces fichiers-là, je vais les récupérer pour travailler depuis chez moi. Quel contrôle a l'entreprise de ces fichiers? Est-ce que l'employé en a vraiment besoin? Est-ce que lorsque le confinement sera terminé, est-ce qu'il va les effacer? Rien n'est moins sûr. Les employés ont aussi accès à des données qu'ils n'ont pas forcément le droit de voir en temps normal. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises sont dépêchées de donner des accès aux employés, mais par contre, ils n'ont pas vérifié que les droits qu'ils avaient avant restent les mêmes, à savoir que maintenant, quelqu'un qui travaille à la comptabilité, est-ce qu'il peut aller voir les données des ressources humaines? Est-ce qu'il peut aller voir les données stratégiques de l'entreprise? Il y a des entreprises qui n'ont pas mis ce genre de contrôle en place, donc c'est vrai que tout est ouvert. Et parfois aussi, donc les collègues, comme ils sont un petit peu embêtés avec les mots de passe, eh bien, ils le partagent avec leurs amis, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà pour ma partie. Alors je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps. Alors, merci. Bonjour à toutes et tous. Et voilà, aujourd'hui, je me présente à vous pour expliquer un cas réel, celui que nous avons vécu depuis 15 jours avec la mise en place du télétravail.
dans notre environnement qui n'existait pas avant. Donc, nous avons dû, en l'espace de 48 heures, mettre à disposition des collaborateurs un télétravail. Le nombre des comptes qui ont été créés pour cela est de l'ordre des 500. Et nous sommes passés de télétravail 0 à télétravail 60%, c'est-à-dire qu'il y a 60% des collaborateurs aujourd'hui qui travaillent depuis chez eux. L'idée maintenant, c'est de vous expliquer ce que nous avons mis en place et quelles sont les performances qu'on obtient, la sécurité qui a été mise en place aussi, les technologies. Donc, je vais commencer avec ces petits schémas des principes. On travaille donc à distance, ce sont donc les utilisateurs. On va se connecter au réseau de l'affaire Genève, dans lequel se trouve tout l'intranet, l'extranet. Quand je parle d'extranet, on a environ 70 sites internet, ainsi que toutes les connexions locales. On a mis en place de la sécurité active, passive et de l'authentification. On le verra dans les diapositives suivantes. Et on a ici derrière, dans la partie back-end, on a 2 centres de données avec les informations qui sont dupliquées en dynamique. Alors, pour arriver à un résultat de ce type, il est important de s'arrêter sur le type de ligne qui est utilisé. De la même manière que vous êtes connecté aujourd'hui depuis chez vous avec du Wi-Fi et puis une bande passante de 20 mégas, 30 mégas, 60 mégas, etc. Le principe de cette performance dans une entreprise dans laquelle on a entre 300 et 500 personnes connectées tout le temps, il faut signaler que on a des bandes passantes qui atteignent les 50 mégas constants. C'est pas énorme, mais c'est comme ça. Et pour quelle raison? Nous avons mis en place un plan de continuité d'activité depuis quelques années, ce qui nous a permis de rester réactifs et de mettre en place télétravail en 48 heures. Donc, le principe sur lequel nous nous sommes appuyés pour mettre en place ce télétravail, c'est du RDP et du VPN. Donc, ces 2 technologies sont utilisées aujourd'hui pour nous et on verra juste dans la diapositive suivante quelles sont les performances de l'une et de l'autre et quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, Jacques en a parlé, effectivement, RDP a été l'année dernière très malmené au niveau sécurité. Le VPN, c'est plus sûr, on peut le dire, mais c'est plus lourd aussi. Et pour se connecter à distance, nous avons mis en place des mécanismes d'authentification de double facteur. On appelle ça double facteur, de dire on a un mot de passe, puis on a un autre objet, par exemple un téléphone, un message qu'on recevra par SMS, one-time password, qui va nous permettre de nous authentifier. Ce sont donc ces types d'authentification que nous avons mis en place. Et pour tout ce qui est VPN, c'est aussi la biométrie qui est embarquée sur les ordinateurs portables. Le principe d'installation du réseau est le suivant. On a d'un côté les clients VPN et RDP qui sont à l'extérieur. Évidemment, il y a une barrière de sécurité gérée par des firewalls. Ensuite, les outils d'authentification qui sont dans une zone démilitarisée. À nouveau, un mécanisme de protection de type firewall pour arriver au réseau. Ces clients donc VPN, une fois connectés, se trouvent virtuellement connectés au réseau, c'est-à-dire qu'ils ont accès à toutes les ressources du système. Les clients VPN sont connectés directement au réseau, alors que les clients RDP sont connectés, eux, sur des serveurs RDP qui mettent à disposition des machines virtuelles. Le principe n'est pas le même. On pourrait imaginer que les clients RDP sont plus lourds, mais en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Les clients RDP nécessitent moins de bandes passantes que les clients VPN. Un point sur la constante des lignes, on n'a pas eu de problème avec ça, du tout. On pensait au départ qu'on pouvait être pénalisé par une surcharge du réseau, et ce qui n'est absolument pas le cas.
aujourd'hui en Suisse. Ce que je peux indiquer au niveau des statistiques, c'est justement ces comparaisons. On a ici les connexions en RDP. On voit ici la bande passante qui a été consommée, c'est entre 10 20 mégas maximum pour 150 collaborateurs. Et puis on a ici entre 25 et 50 mégas pour les connexions en VPN qui sont moindres. Là, par exemple, pour donner une idée, le 6 avril, on avait 184 connexions en RDP et 107 en VPN. Et les bandes passantes sont du kit au double. On se retrouve avec 184 connexions pour 20 mégas de bandes passantes et 107 connexions pour environ 40 mégas, entre 20 et 40 mégas. Alors, quelles sont les conclusions auxquelles on peut arriver? Le plan de continuité déjà en place nous a permis de connecter une grande partie de tous les collaborateurs rapidement, alors que ce système n'existait pas au départ. On avait pensé le mettre en place pour 50 collaborateurs et aujourd'hui, on a 300 qui sont connectés. Les clients VPN pouvant se connecter sont configurés uniquement par nous sur des machines qui sont propriété de l'affaire Genève. On ne donne pas l'autorisation de se connecter à partir des machines privées. Et on a mis en place donc le double facteur. Les connexions RDP se font aussi, mais à travers un lien web, c'est-à-dire on envoie un lien Internet, il se connecte sur un serveur d'authentification et il se connecte au réseau sur une machine virtuelle. La bande passante pour la partie VPN est plus sollicitée. On a ce qu'il faut peut-être dire à ce stade, c'est intéressant parce que sur un ordinateur portable connecté en tant que client, on a des applications lourdes, c'est-à-dire des clients lourds qu'on appelle. Ces clients lourds vont faire beaucoup d'appels, y compris des recherches sur des bases de données. Et cette performance que l'on a en RDP, on la perd en VPN. On a eu quelques soucis avec ça. Ensuite, on a le double de connexions possibles en RDP. Les lignes sont stables. On n'a pas constaté une recrudescence d'attaques. On a eu un cas d'une machine qui a été infectée par un trojan, mais qui datait de 2016. Donc, on ne peut pas dire que nous avons vécu une augmentation comme on le voit d'ailleurs. La situation, évidemment, est propice pour les attaques. À situation exceptionnelle, traitement exceptionnel, nous n'avons pas les mêmes paramètres, en fait. Donc, c'est plus difficile à détecter, il faut rester vigilant. Et pour cela, il faut absolument des directives sur l'utilisation des informations pour les utilisateurs qui travaillent à distance, des outils pour les protéger et évidemment des outils de monitoring pour analyser le trafic entrant et sortant. Voilà pour la présentation que je t'ai effectuée. Je suis arrivé à la fin. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est juste, le RDP est un protocole qui passe en clair, donc c'est un protocole qui est très ancien justement, c'est pour ça qu'il n'est pas sécurisé. Tout à fait. Et d'ailleurs, la première partie de l'authentification s'est fait pour ça, justement. On va rentrer dans un premier temps dans un réseau virtuel authentifié, et après, on s'authentifie une deuxième. Alors en fait, ça a été le grand travail qui a été fait par le département informatique. Il y avait, on peut dire, une centaine de personnes qui avaient des ordinateurs portables, mais on en a livré en l'espace d'une semaine 100 ordinateurs portables supplémentaires. Mais on a joué de la chance cette fois, puisque le matériel était ici, à Genève. Il était prévu pour remplacer les ordinateurs portables existants. Et puis, en fait, on l'a utilisé pour mettre à disposition pour le télétravail. Mais c'est voilà, c'est joué à ça. Voilà.
Donc, quand j'ai préparé cette présentation, j'ai voulu avant tout amener un peu un œil critique au niveau du home office. Moi, j'aime bien aussi avoir toujours d'abord une approche risque, et je me suis penché sur la question quels sont les réels risques globaux qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc, ce sera la première partie de cette présentation. Et la deuxième partie, je vais aussi vous faire part de quelques expériences qu'on a eues durant ces 3 dernières semaines, de cas pratiques où on a dû choisir, plutôt où le client a dû faire des choix. Et on verra finalement, quand ça touche la partie financière, quel est le côté qui prime. Alors, commençons par les vrais challenges du home office. Et pour vous montrer finalement un contexte et une vue holistique du home office, j'ai vraiment voulu commencer par ces deux murs qui représentent finalement l'intérieur de l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, qu'est-ce que je retrouve? J'ai mes collaborateurs qui sont derrière un ordinateur par les entreprises qui traitent des informations. Et ces collaborateurs, ils accèdent in fine au système d'information que j'ai représenté ici avec cette petite icône. Et dans le travail quotidien, qu'est-ce qui se passe au final? C'est que les collaborateurs, ils traitent toute la journée des données, de l'information, des fichiers qu'on peut retrouver sur un système CRM, dans l'ERP, sur le serveur de fichiers. Effectivement, c'est vraiment le traitement de données aujourd'hui est devenu pour beaucoup d'entreprises l'activité principale de l'entreprise, et c'est ça qui a de la réelle valeur pour l'entreprise. En tout cas, pour beaucoup d'entreprises, c'est l'information qui a de la valeur, et c'est pour ça qu'on approche aussi la sécurité d'un point de vue confidentiel. Ces données, ces collaborateurs, l'infrastructure et également tous les processus qui me permettent de travailler aujourd'hui sont relativement bien cadrés par des politiques de sécurité. Donc, la plupart d'organisations, d'entreprises moyennes et grande taille ont aujourd'hui une certaine maturité et ils ont mis en œuvre déjà pas mal de politiques de sécurité, de standards de sécurité et tous les contrôles nécessaires pour assurer justement la sécurité qui se compose de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de cette information. Maintenant, depuis quelques temps, on voit aussi un nouveau acteur arriver sur le marché, qui est ce petit nuage sur la droite. Donc, ce petit nuage n'a absolument rien à faire avec le home office. C'est en fait la représentation du cloud. Donc, les entreprises ont commencé à intégrer le cloud dans leur processus métier au quotidien. Et je dirais, c'est la première perturbation qu'il y a eu déjà dans la partie sécurité, c'est de comment intégrer un cloud dans mon environnement qui avant était relativement carré. J'avais mon infrastructure dans les 4 murs. Et maintenant, je dois gérer quelque chose qui n'est pas vraiment chez moi. Et ça a déjà amené à l'époque certaines réticences aussi pour aller vers le monde du cloud. On peut dire que grâce aussi au périmètre physique de mon entreprise et grâce aux politiques qui ont été faites dans cet esprit-là, on a un contrôle plus ou moins bien sur l'environnement physique. J'ai un bon contrôle sur mes collaborateurs parce que je gère tout le processus RH à l'onboarding, je gère les formations du collaborateur, on a les outils de monitoring au cas où il se passe quelque chose. J'ai tous les contrôles en place pour sécuriser mon fichier. J'ai tous mes baselines aussi pour correctement configurer l'infrastructure. Donc, de son point de vue-là, on est dans un environnement qu'on maîtrise. La partie cloud, j'ai exprès changé la ligne. On essaye maintenant de contrôler le cloud, mais on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il y a des manquements et des choses à améliorer pour gérer le cloud, que ce soit au niveau visibilité, au niveau de la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, là, on se tâte encore un petit peu, on fait des essais, mais c'est pas encore optimal.
Et ça, je pense que ça représente bien aujourd'hui une entreprise classique qui commence gentiment à passer vers le cloud. La deuxième chose qui maintenant s'est passée, juste avant d'aller vers le home office, c'est que de plus en plus d'infrastructures internes vont pousser sur le cloud, justement parce que peut-être on atteint une meilleure disponibilité, j'ai moins d'investissement parce que je peux basculer mes coûts d'investissement en coûts opérationnels, et on essaye aussi la migration de ces infrastructures dans le cloud pour réduire par exemple la consommation électrique dans le bâtiment. Donc ça, pour moi, cette partie droite, c'est cette dernière zone qu'on appelle la zone publique. C'est là où finalement tout le monde se croise, tout est accessible, et s'il n'est pas configuré correctement, ben, on a un risque aussi à ce niveau-là. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans la partie intéressante, c'est le home office. Donc, à cause ou grâce au Covid, ça dépend un peu comment on voit les choses. Beaucoup d'entreprises ont vu passer leurs effectifs de home office qui sont peut-être passés de 10% à quasiment la totalité des collaborateurs qui travaillent maintenant en home office. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui ont vraiment décidé de faire la bascule complète et de travailler depuis la maison. Et c'est un petit paradoxal parce que avant, le home office était réservé à une certaine population, et du coup, tout le monde passe en home office, et ça ouvre à nouveau des nouveaux risques. Le premier risque, on va dire, c'est qu'on va devoir connecter, même si ça a l'air un petit peu bête, mais finalement, l'ordinateur d'entreprise, avant, il était quasiment connecté que sur mon infrastructure interne. Et aujourd'hui, je vais devoir le connecter sur le réseau Wi-Fi du collaborateur. Le réseau Wi-Fi ou le routeur Internet du collaborateur, en tant qu'entreprise, je n'ai pas la main dessus, je ne sais pas comment il est configuré, je ne sais pas s'il est mis à jour, je ne sais pas s'il a été compromis. L'ordinateur du collaborateur, il est aussi en fait visible par les réseaux de tous les voisins. Donc, en fonction où vous habitez, en fait, toute la surface d'attaque d'une entreprise, elle se multiplie parce que chaque collaborateur, finalement, expose son ordinateur au sein de son domicile et par rapport à tous les voisins qu'on a en cours. Et le deuxième ou troisième risque, également que je vois relativement important, c'est que l'ordinateur de l'entreprise, une fois qu'il est connecté sur le Wi-Fi, ben, il va communiquer avec tous les ordinateurs, avec tous les équipements domestiques de la maison. Donc, on peut se trouver avec les frigos, avec les Xbox des enfants, avec les smartphones. Et là, à nouveau, c'est beaucoup d'équipements qui peuvent, eux, en priorité, se faire pirater et profiter des mouvements latéraux pour attaquer en direct l'ordinateur du collaborateur. Et je dirais ça, c'est un des risques majeurs, c'est vraiment cette augmentation de la surface d'attaque. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça change par rapport à mon petit fichier qui est là au milieu? Vous allez voir que ce petit fichier, maintenant, en fait, il va sortir du domaine interne, qui va passer sur le collaborateur, en fait, qui va transiter d'une manière contrôlée ou pas à travers tous les réseaux. Et du moment que ces fichiers traversent toutes ces différentes zones de réseau, ben, on va se retrouver à un moment qu'on perd le contrôle des informations. On voit ça le plus souvent avec des fichiers qui sont uniquement protégés dans le répertoire d'un serveur de fichiers. Quand ce fichier il sort du répertoire, il est plus protégé. C'est à ce moment-là qu'on perd le contrôle et qu'on n'arrive plus finalement à suivre où est-ce qu'il se trouve. Donc, si on n'a pas une solution de DLP relativement avancée en place, on a un très gros risque de perdre la maîtrise de ces données. Et donc, en perdant la maîtrise de ces données, in fine, j'ai plus de contrôle finalement de grand chose. Et pour finir la petite picture, donc au niveau home office, j'ai pas de contrôle parce que je maîtrise pas. En interne,
au final, j'ai plus rien parce que mes collaborateurs sont plus là. Les données, maintenant, ils transitent partout et une partie des serveurs est dans le cloud. Et si je regarde maintenant un axe un peu plus précis, le cloud, c'est finalement un environnement auquel je fais pas confiance. Je dirais le gros challenge maintenant pour les entreprises, c'est de remettre cette situation dans le contexte de la sécurité et réadapter les protections et les contrôles à mettre en place pour assurer la sécurité de l'information. Un autre risque auquel j'ai réfléchi et qu'on a vu, c'est également le shadow IT. Non. Le shadow IT, c'est quoi? C'est toutes les actions IT en fait qui se passent sans que l'IT soit informé. Et on a vu avec le Covid que le shadow IT a pris quand même une certaine importance parce que les collaborateurs qui n'avaient pas, par exemple, de système de visioconférence ont eux-mêmes commencé à installer Zoom, donc l'applicatif Zoom, sur leur ordinateur. C'était facile, c'est presque gratuit, on le télécharge, ça marche, je peux l'utiliser. Et avec cette approche Shadow IT, j'ai une multitude d'outils que les employés les installent à juste titre parce que éventuellement ils en ont besoin, ils ont besoin de collaborer. Et vu que l'IT avant, elle n'était pas prête à délivrer cette partie de collaboration dans l'entreprise, maintenant c'est le collaborateur qui le fait. Donc pour moi, le Covid-19 est un accélérateur très fort du Shadow IT. C'est une problématique que les entreprises doivent maintenant prendre en compte et on doit aussi maintenant apprendre à ne pas surveiller uniquement qu'est-ce qui se passe dans mon réseau, mais on doit apprendre à surveiller le cloud. Donc, comment et avec quels outils je peux, moi, en tant que responsable sécurité ou responsable informatique, m'assurer qu'aucun collaborateur aille ouvert un compte Dropbox, qui aille déposer des données là-dessus ou qui fait des meetings avec Zoom à travers lesquels on peut aussi partager des informations. Et ça, c'est aussi un risque pour moi très, très présent et très important à suivre ces prochaines semaines parce que ça va certainement avoir un impact important sur les entreprises. Maintenant, en termes des observations pratiques, c'est un petit peu la partie qu'on a observée de nos clients. Premièrement, beaucoup de personnes ou d'entreprises n'avaient pas suffisamment de portables pour les collaborateurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté qu'ils puissent utiliser les ordinateurs privés. Donc pas bien, pas bien. Ça c'est une question de fond que chacun doit répondre pour l'entreprise. Moi, c'est clair, d'un point de vue sécurisé, je favorise uniquement l'usage d'un ordinateur corporate, mais c'est clair, si la production elle est impactée, j'imagine que certains chefs d'entreprise, ils vont quand même accepter d'utiliser les ordinateurs privés. Également, on a vu que certaines solutions VPN n'étaient simplement pas dimensionnées pour avoir toutes les connexions actives. Donc là aussi, il y a eu passablement de changements, d'adaptations à faire pour pouvoir offrir justement le VPN à 60, 80 ou 100% des collaborateurs. Et systématiquement, quasiment chez tous les clients où on a eu ces réflexions, il y a toujours eu la question, est-ce que je privilégie, est-ce que je mets mon accent sur le business, donc la disponibilité, la productivité de mes employés, ou est-ce que je favorise la sécurité? La question peut se poser avec la double authentification, donc le 2FA. Donc, il y a beaucoup de cas qui aujourd'hui ont implémenté le home office sans utiliser la double authentification. Il y a beaucoup d'entreprises, vu qu'ils ont utilisé les ordinateurs privés, ils font pas de compliance, de check de compliance des équipements. Donc, on sait même pas si l'ordinateur il est patché, s'il a un antivirus à jour. Aussi pour une question de performance, certaines entreprises ont aussi fortement diminué le filtrage qu'on avait avant au niveau du VPN parce que les connexions qui passent à travers un VPN sont quand même filtrées. Il y a des techniques derrière ou des technologies qui permettent d'analyser ce flux. Et par peur justement d'avoir ces équipements
ne pas délivrer la bonne performance, on désactive le filtrage. Et le dernier point, c'est également l'usage du split tunneling. Dans un monde idéal, le VPN, quand il se connecte à l'entreprise, on aimerait que tout le trafic passe par l'entreprise parce que on maîtrise d'un point de vue des données. On est sûr que la donnée passe par l'entreprise. En activant le split tunneling, du moment qu'un collaborateur va surfer sur Internet, il passera plus par le réseau de l'entreprise, donc il passera plus par le VPN, mais directement depuis sa connexion Internet. Et ça pose un problème en termes de maîtrise des données parce qu'il peut, dans les cas où on utilise du split tunneling, si j'ai un compte Dropbox et j'accepte Dropbox, ben, on le verra pas que ce compte Dropbox a été utilisé. Et peut-être un point moins technique, mais qui a toute son importance, c'est aussi de la formation des collaborateurs. Les collaborateurs ont été projetés maintenant dans leur home office, souvent peu accompagnés. Donc, ils n'ont pas vraiment la pratique de home office, ils connaissent pas le risque. Donc là aussi, un petit peu d'awareness à rattraper à ce niveau-là. J'ai aussi voulu visualiser finalement ce risque. Si on base le risque sur 4 axes, j'ai pu identifier 4 axes importants. C'est pour moi, c'est le risque au niveau organisation et processus, le risque d'un point de vue technique, le risque économique de l'entreprise et finalement le risque humain. Et on pourrait présenter ce risque avec cette petite forme. Je me suis demandé aujourd'hui si je compare toutes les entreprises avec lesquelles on a dû mettre en place des solutions pour les protéger et pour favoriser le home office, pour finalement assurer la pérennité de l'entreprise, mais comment ça se visualise. Et je suis venu à la conclusion, c'est que chaque décision qui est prise est prioritairement adressée depuis l'économique. On essaye, d'un point de vue technique, d'implémenter les choses qui sont nécessaires, mais souvent, on va pas jusqu'au bout. Là, justement, je cite l'exemple de l'ordinateur privé, la double authentification. C'est ces facteurs-là qui font que la deuxième forme, elle va pas jusqu'à la partie technique. Et d'un point de vue organisation, processus et humain, et ma foi, c'est les deux secteurs ou les deux domaines qu'on a complètement laissé de côté, en tout cas durant ces 3 derniers jours, parce qu'on n'a pas eu le temps de revoir les process et de former les collaborateurs. Et c'est sur cette période-là, finalement, que l'entreprise est la plus vulnérable. Et si on n'en fait rien, on a je dirais, une exposition du risque qui est un peu cette forme. Donc, pour terminer, quelles sont pour moi les bonnes pratiques? Dans l'idéal, et ça on n'a pas encore discuté, ça serait de déployer chez l'employé des équipements de style routeur firewall de l'entreprise. On a eu, surtout dans le domaine des finances, des sociétés qui nous ont fait appel justement pour déployer vraiment des boîtiers sécurisés chez le collaborateur. Ces boîtiers, ça peut être soit des firewalls, soit des access points, avec la particularité qu'ils vont eux-mêmes ouvrir le tunnel VPN vers l'entreprise. Et ces équipements sont capables vraiment de reconnaître l'ordinateur corporate de l'entreprise et de vraiment segmenter et d'isoler le PC du collaborateur par rapport au PC qu'il peut avoir à son domicile. Idéalement, il faudrait vraiment, et je le répète, utiliser que des ordinateurs corporate, utiliser la double authentification là où on le peut, utilisant une approche en termes des autorisations data-centriques, ça veut dire les droits d'accès doivent aujourd'hui être mis au niveau de l'information, donc du fichier, et plus au niveau du dossier. Et ça nécessite tout un changement en termes de gestion des données. Pour ceux qui l'utilisent, la partie Azure Information Protection, c'est vraiment cette approche-là à laquelle je réfléchis, vraiment de mettre les droits d'accès sur le fichier n'importe où il se trouve, adapter les politiques de sécurité pour couvrir le home office, former les collaborateurs. N'oubliez pas de mettre à jour tous les systèmes, même si on est à distance, mais
Les patchs sur les PC doivent continuer à être délivrés sur l'infrastructure aussi. Et continuons quand même d'avoir une gouvernance stricte et continue sur mon environnement et également sur toute cette partie Shadow IT qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude de suivre. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Oui, merci infiniment. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet événement. Je peux déjà vous indiquer que notre prochaine rencontre vidéo aura lieu le 21 avril, au lendemain de cette période de vacances de Pâques. Et nous reviendrons sur le thème du home office, mais plutôt avec les conséquences que cela peut avoir de devoir concilier le tout, c'est-à-dire le fait de devoir gérer les enjeux et les attentes de l'entreprise ou de votre société, accompagner des perspectives économiques qui y sont liées, et puis d'avoir également la famille, la solitude peut-être devant son écran, et nous reprendrons tout cela le 21. Mais nous vous souhaitons à toutes et à tous une période pascale agréable. Restez chez vous, profitez du soleil, mais depuis le balcon ou la fenêtre, et c'est ce qui nous permettra de reprendre une vie active le plus rapidement possible, et on se réjouit de vous revoir. À très bientôt, bonne fin de semaine, au revoir.